naître à partir d'un père déjà mort. Alors ça peut sembler incroyable, et pourtant, pendant cette période de guerre à Gaza, c'était un sujet qui était vraiment d'actualité. Figurez-vous qu'il y a eu plus de 250 demandes de familles de faire des prélèvements de sperme pour, à partir de cela, perpétuer la famille et concevoir un enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui était d'actualité. Pour les soldats qui avaient perdu leur vie très très jeunes, en juin 2025, on a eu la première femme qui a donné naissance donc à un enfant, une femme Hadas, du nom de Hadas Lévi, qui est donc conçue à partir du sperme prélevé de son mari qui était mort pratiquement au début de la guerre en décembre 2023. Donc c'était la première femme qui a donné naissance. Bien entendu, il n'y a pas eu beaucoup de naissances à partir de ces prélèvements-là, mais en tout cas, il y a eu 250 demandes de prélèvements soldats, plus une quinzaine citoyens. Alors, évidemment, il y a énormément de questions éthiques, morales, philosophiques, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les questions halachiques. D'abord, est-ce qu'on aurait le droit de faire ça? Mais dans le cadre de ce cours-là, j'aimerais parler principalement de la question de filiation, c'est-à-dire que quel lien de parenté on pourra donner à l'enfant qui va naître, donc de cette procréation post-mortem, après la mort du père, quel lien de parenté, quelle filiation pourra accorder et statuer au niveau halachique à cet enfant-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est tout d'abord, quand même on va dire un mot sur la légalité de ces choses-là, sur est-ce qu'on a droit de manière halachique de procéder à ce prélèvement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que même chez les nations, par exemple en France, c'est une procédure qui est plutôt interdite. Faut vraiment qu'il y ait des conditions. Dans l'idée, c'est quelque chose d'interdit. Le projet parental, il doit être porté par des personnes qui sont vivantes. Plusieurs raisons qui sont données. Déjà l'intérêt de l'enfant, protéger les intérêts de l'enfant. Et il y a d'autres raisons qui sont données, c'est les complications juridiques par rapport à la Yerusha, à l'héritage. Donc, il y a certaines demandes de personnes qui veulent faire ça en Espagne, au Royaume-Uni, et par la suite demander la confirmation au niveau de la filiation, même en France. Bref, dans les pays européens, c'est pas certains pays européens, c'est pas très accepté. En Israël, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus libre. Alors même si avant la guerre, il y avait quand même, c'était plus compliqué que ça, et ça suffisait pas la demande de la famille. Il y a besoin d'avoir au niveau juridique, d'avoir un accord juridique pour bien identifier que c'était oui la volonté du défunt. À partir de la guerre, il y a eu une procédure quand même d'ouverture qui a permis carrément de se baser simplement sur la demande des parents, et c'était même devenu presque systématique où à chaque mort de soldat, on proposait même à la famille directement, ça doit être fait dans les 36 heures, d'accord, 36 jusqu'à 48 heures maximum, donc il y avait tout de suite, on proposait déjà à la famille si elle voulait, qui était intéressée par ce prélèvement. Donc est-ce que c'est permis au niveau de la halakha? Oui ou non? On va dire comme ça, il y a le Rav Zalman Nechemia Goldberg, lui il permet, c'est-à-dire au niveau halachique pur et dur, c'est-à-dire qu'il y a une permission dans la brochure qu'on appelle Assia, Krar Sameche, page 45, il y a le Rav Zalman Nechemia Goldberg qui écrit un article où il considère qu'il y a une certaine permission qu'on peut accorder, bien entendu, à condition qu'il s'agit de sa femme mariée, et qu'il y ait le consentement de la personne qui est morte, ou qu'il y ait une estimation, une umdana, comme quoi c'était évident que ça l'intéressait. Donc à partir de là, on pourrait permettre au niveau de la halakha, il dit il y a peut-être, on peut même voir en cela une idée de chesed, une certaine forme de bonté, dans le sens où on s'inscrit même dans la logique de la Torah, dans Mitzvah Tiboum, de continuer de perpétuer le nom d'une personne, le nom de la famille, de faire perpétuer et faire exister éternellement. Il y a une notion de hiboum que le Ramban cite déjà dans l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc ça, c'est une forme de bonté, on s'inscrit dans cette idée de la Torah, et au contraire, pourquoi pas. Mais quand on ouvre un petit peu d'autres sfarim, par exemple le Sefer Nishmat Avraham, qui cite au nom de son propre Rav, le Rav Neuwirth, ici à Beit Vegan, il cite aussi au nom du Rav Mordechai Eliyahu, comme quoi c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. C'est une procédure qui ne peut pas être vraiment acceptable au niveau éthique, au niveau moral. Déjà on peut voir en cela quelque chose de contre nature, c'est-à-dire que si Hachem il a fait les choses de manière où pour avoir un enfant il faut un père, il faut une famille, il faut une cellule familiale, il n'y a pas de raison qu'on essaie de fabriquer ça à partir d'une semence de quelqu'un qui n'existe plus. C'est contre nature, ça porte atteinte à l'enfant, c'est une espèce d'orphelinat programmé, ça a des risques de suspicion qui vont porter atteinte à la réputation de la mère et de l'enfant. Et dernier élément qui sont cités plus ou moins dans les différents livres, c'est qu'il y a une possibilité de khalitsa, dans un cas où la mère
enfin le père est mort sans enfant, et donc si on va créer cet enfant-là, on va perturber tout cela. Donc c'est ce qui fait qu'on aime, c'est pas très accepté, on préfère éviter ce genre de pratique-là. Alors, j'ai vu rapporter dans le Sefer Shulchan Yosef au nom de Rav Ovadia Yosef, la question lui a été posée, il a dit non, c'est une pratique qui n'est pas acceptable, pareil le Rav Yigal Shafran ou le Rav Yaakov Ariel, donc énormément de rabbanim considèrent que les Ratrila, on ne va pas s'engager dans une telle pratique qui va un petit peu contre nature, contre la logique. Même si on pourrait dire que finalement, il y a oui une forme de bonté, d'accomplissement pour les grands-parents dans un cas de célibataire ou pour la femme dans un cas de marié, mais quelque part, le bébé qui doit naître ne doit pas être instrumentalisé pour répondre à une volonté, à un besoin de grands-parents, etc. Donc, c'est pas du tout acceptable au niveau éthique, moral, philosophique et même halachique. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans la suite de ce cours-là, c'est, ok, admettons que ça a été fait, comment statuer le lien de parenté, l'attachement de cet enfant par rapport à son père? Est-ce qu'on peut parler donc de filiation à proprement parler? Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de deux sujets, Iboum et le sujet de Yerusha. C'est-à-dire que vous savez tous qu'un homme marié qui meurt sans enfant, sa femme a une mitzvah de se marier avec le frère du défunt. Alors c'est pas seulement une mitzvah tiboum, mais c'est même un interdit. Sa femme est interdite à marier à n'importe qui tant qu'elle n'aura pas fait khalitsa. Donc elle doit choisir entre iboum et khalitsa. Et donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est tout ça, c'est si son mari est mort sans enfant. Si il y avait un enfant, il n'y a plus de mitzvah tiboum et elle est permise au monde entier sans khalitsa. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est s'il n'y a pas d'enfant, mais il y a un embryon, la femme elle est enceinte. Alors la Gemara nous dit que si elle est enceinte aussi, ça dispense la khalitsa. Donc ça fait que la femme est permise au monde entier, il n'y a pas de mitzvah tiboum. Et donc la question se pose, un embryon qui va naître, d'accord, post-mortum, après la mort du père, comment considérer cela? Est-ce que ça va annuler la mitzvah tiboum ou pas? Et c'est une question qui est dramatique, d'accord, parce qu'on peut imaginer, d'accord, une femme qui a fait iboum, et iboum c'est la femme de son frère, donc si ce n'est pas pour mitzvah tiboum, c'est un interdit des chétars. Demain, on crée un enfant, elle n'avait pas le droit de faire ce hiboum, on est dans les chétars, c'est Riouf Karet. Donc vous voyez comment ça peut être quelque chose, ça peut avoir des incidences dramatiques, c'est un terrain glissant, et il faut statuer, il faut savoir définir, est-ce que c'est considéré comme elle a un enfant, ou c'est pas considéré comme elle a un enfant, par rapport à la loi de hiboum. La deuxième question qui est hyper importante, c'est les questions d'héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père est mort, on a fait le partage à tous les héritiers, tous les bénéficiaires, demain, on va faire naître un enfant à partir d'une gamète prélevée du sperme ou d'un embryon congelé, peu importe, et on va devoir redéfinir le partage, oui ou non. Et ça peut aller très loin. Imaginez il y avait un embryon congelé pendant 10, 20 ans, 30 ans, et on le sorte, on fasse grandir un enfant, puis à ce moment-là il vient dire je veux tout redéfinir les partages qui ont été faits pendant 30, 40 ans. On pourrait même se poser la question sur l'usufruit, etc. Donc c'est des questions dramatiques. Alors pour parler de hiboum, il faut savoir qu'il y a un Oda Biouda très très intéressant dans Even Ezer, qui nous dit quelque chose comme ça. Il nous dit que la Gemara elle considère que quand il y a une relation entre un homme et une femme, même s'il y aura la femme va tomber enceinte, mais ça prend 3 jours à partir de l'insémination pour avoir ce qu'on appelle la klita. L'absorption ou la fécondation va apparaître que 3 jours après. C'est-à-dire qu'à partir du dépôt de la semence, ça prend 3 jours pour parler d'absorption. Je ne parle même pas d'implantation, où là c'est quelques jours après, mais rien que pour la fécondation, on a besoin de 3 jours. Donc qu'est-ce qu'il en est si le mari est mort avant les 3 jours? Donc il y a eu l'insémination, mais avant la fécondation, le mari est mort. Est-ce que c'est considéré, donc ensuite il y aura l'implantation, il y a le bébé qui va naître, est-ce que c'est considéré comme s'il y a un enfant pour enlever mitzvah tiboum et permettre la femme au monde entier sans khalitsa? Non, si au moment de la mort il n'y a rien, il y a juste un dépôt de gamètes, on ne peut pas parler d'enfant. Et donc il n'y aura pas d'iboum et la femme sera permise sans khalitsa. Donc ça c'est une question dramatique. Le Noda Biouda considère que étant donné qu'il n'y a pas encore eu de fécondation, c'est comme s'il n'y a pas d'enfant. Alors, ce Noda Biouda est très très controversé. La plupart des poskim, le premier le Keren Ora dans les Vamot Pesaïd, il complètement ne partage pas du tout son avis. Beaucoup d'autres, comme le Shoot Rabbi Meshula Migra ou le Ratam Sofer ou encore d'autres,
ne sont pas du tout d'accord avec l'avis du Noda Biuda. Eux considèrent qu'à partir du moment où il y a eu l'insémination, même s'il est mort avant la fécondation, il y a un enfant qui est en route, donc c'est considéré comme son enfant, et on ne pourra plus parler de hiboum. Donc ils ne sont pas du tout d'accord avec l'avis du Noda Biuda. D'accord, on ne va pas rentrer dans les questions, le Keren il pose 2-3 questions. Donc c'est statué dans la plupart des poskim comme quoi c'est considéré comme il a un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre cas, c'est différent. Tout ça, c'est par rapport à l'insémination, le père qui est mort après l'insémination, avant la fécondation. Chez nous, c'est pas ça le cas. Chez nous, il est mort, et ensuite, on parle d'insémination artificielle à partir d'une gamète ou à partir d'un embryon qu'on va transférer. Donc là, on est carrément après la mort. Tout se passe après la mort. Tout se passe, on insère dans le corps de la femme uniquement après la mort. Là, tout le monde serait d'accord avec ce que dit Noda Biuda, c'est qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas défaire le hiboum. On ne va pas dire, au moment de la mort, il n'y avait pas d'enfant, donc il y a hiboum, et sans khalitsa, elle est interdite. À partir du moment où on crée un enfant, hop, il n'y a plus d'hiboum. Et si elle s'était mariée avec son beau-frère, c'était du karet pendant 2 ans, 10 ans, 20 ans, etc. C'est impensable de dire qu'en fonction de ce qu'on fera après, on va remettre en question le hiboum. C'est quelque chose de complètement absurde. C'est tellement absurde que ça nous pousse à dire qu'on doit définir hiboum à partir de la mort. Et alors, même si vous allez dire oui, mais c'est-à-dire quoi ? C'est peut-être impensable parce qu'aujourd'hui on a des situations impensables. Et finalement, j'arrive à remettre en question les choses parce que j'ai créé un enfant qui est l'enfant de son père après. Alors, dans hiboum, de manière propre à hiboum, il y a une idée toujours d'Arké Noam dans Yevamot. Alors on trouve ça pas dans ce contexte-là, plutôt dans le contexte inverse, c'est-à-dire qu'une femme qui est interdite au hiboum lors de la mort, par exemple dans un cas de Achot Isha ou d'autres cas, on ne va pas rentrer dans les détails, même si après l'interdiction disparaît, le hiboum ne revient pas. C'est ce qu'on appelle Neesra, c'est-à-dire que le hiboum il est statué au moment de la mort. Pourquoi ? Parce que d'Arké Noam, les voies de la Torah doivent être des voies agréables. On ne peut pas faire changer les choses en fonction des changements de circonstances. Donc on pourrait se baser sur la même idée pour dire que si à partir de la mort il n'y a pas d'enfant, donc le hiboum il est déclaré, il est déclenché, on ne peut pas remettre en question cela à partir du moment où on va réussir à créer un enfant basé sur des gamètes. Ça c'est concernant le hiboum. Alors vous pourrez aller plus loin et me dire oui, mais il y aurait une différence entre si je me base sur du sperme ou si je me base sur un embryon qui avait été préparé et congelé du vivant du père. C'est que là, je peux me dire, il y a le docteur Green, il écrit un Mahamar dans Troumin Lamed où il veut dire oui, mais si c'était un embryon qui était déjà présent au moment, tant que le père était encore en vie, donc là, c'est pas la même chose. Là, ça s'appelle qu'il y a un enfant. Juste qu'il n'a pas encore été inséminé dans la femme, inséré, transféré dans la femme. Donc, l'enfant est quand même là, donc ça dispensera de hiboum. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis-là. Moi, je considère qu'à partir du moment où l'enfant n'est pas encore inséré, transféré dans le corps de la femme, ça ne m'intéresse pas que le blastocyte, il existe, il est déposé dans l'hôpital, congelé dans des frigos à l'hôpital, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, on ne peut pas parler du tout d'enfant qui est en cours, qui est en procédure de développement, d'implantation et de développement. Donc, concernant le hiboum, je pense que à partir du moment où, au moment de la mort, il n'y a pas d'embryon en cours de développement dans le corps de la femme, on ne peut pas parler d'enfant, et donc il y aura mitzvah hiboum. La deuxième implication à la hyper importante, c'est Yerusha. Donc c'est la même question que l'hiboum, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, il n'y a pas d'enfant, donc on fait le partage, demain on crée un enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il faudrait se poser la question déjà, comment définir la Yerusha dans un cas où la femme est enceinte, dans un cas d'un embryon qui est dans le corps de la femme ? Alors, on a une marloquette dans Yevamot, est-ce qu'un oubar hérite, oui ou non, dans le ventre de la femme ? La nafkamina, la conséquence à la rik, c'est par rapport à la trouma, c'est-à-dire que si le père est Kohen et qu'il a des esclaves, est-ce que les esclaves vont manger de la trouma ? Parce que si le oubar a hérité les esclaves, un oubar Kohen, un embryon Kohen, ne permet pas de manger la trouma. Alors que si le oubar n'a pas hérité, donc c'est des autres frères qui ont hérité, ils vont permettre de manger la trouma. Bref, on va pas entrer dans les détails. Mais dans l'idée, on a une grande marloquette, et la halakha, c'est que le oubar n'hérite pas. L'oubar n'hérite pas, et donc les esclaves vont manger la trouma. Mais alors quand on dit il n'hérite pas, ok, c'est tant qu'il est dans le ventre, mais à partir de sa naissance, il va sortir du ventre. Est-ce qu'on va redéfinir le partage ? On va devoir rediviser ? Oui ou non ? Il n'hérite pas à l'intérieur du ventre, mais qu'est-ce qu'il en est dehors, une fois qu'il est sorti ? Alors c'est vrai qu'il y a un Lechem Mishneh qui veut dire que non, une fois qu'il n'hérite pas, il n'hérite jamais, mais tous les poskim, c'est pratiquement une Gemara Meforeshet, que non, on est forcé à dire, c'est une Gemara dans Babatrak ou même bête, qu'une fois qu'il est sorti du ventre, il hérite. Et là la question se pose, mais ça veut dire quoi ?
c'est une question dramatique, c'est-à-dire que si, au moment de la mort, on a fait un partage, donc on a partagé, ça y est, on a dilapidé le patrimoine, chacun a pris sa part, ça appartient plus du tout au père, ça appartient aux enfants. Donc comment c'est possible qu'une fois que l'embryon sort du ventre, enfin le bébé naît, il va pouvoir sortir de ses frères ou des bénéficiaires, des différents bénéficiaires, les différents héritiers, redéfinir le partage. Mais c'est fini, ça n'a plus rien à voir avec le père, ça a été partagé. Comment on arrive à faire cette contradiction durant la période de grossesse, il n'a pas d'héritage, entre-temps le père il est mort, une fois qu'il va naître, on redéfinit l'héritage. Donc c'est une question qui est posée par pas mal d'Acharonim. Le Sefer Marchéchet, il veut dire à partir de là que oui, mais quand il naît, en fait c'est rétroactif. L'embryon, tant qu'il est dans le ventre, n'hérite pas. Mais une fois qu'il est, en fait, on redéfinit qu'à l'époque déjà il avait hérité, il y a quelque chose de rétroactif. Alors c'est très difficile de lire ça, dans Tosfot on voit clairement que c'est pas rétroactif. Donc la question revient, comment on arrive à faire comment on arrive à gérer cette contradiction-là. Alors il y a deux manières d'expliquer. Première manière d'expliquer, c'est à partir de ce que Raphaël de Brick nous dit que quand on dit qu'un oubar, un embryon, n'hérite pas, c'est pas qu'il n'a rien à voir, qu'il est complètement disqualifié de l'héritage. C'est qu'il n'hérite pas dans le sens, il n'a pas de forme d'acquisition, on ne peut pas faire acquérir quelque chose à un oubar, donc au niveau technique, au niveau financier, il ne peut pas avoir une forme d'acquisition, de partage sur les biens, alors qu'il est encore à un statut d'embryon. Mais au niveau du shem, au niveau du statut, au niveau du nom, il a oui un nom d'héritier déjà à l'intérieur du ventre. Donc d'après cette logique-là, on peut tout simplement comprendre, c'est que là, comme si on avait un problème technique où à l'intérieur il ne peut pas acquérir, mais il a quand même reçu, il a pu avoir un nom d'héritier, donc à partir du moment où il sort, il ne reste plus qu'à appliquer ce qui était déjà potentiellement présent à l'intérieur du ventre. Donc ça c'est un premier avis. Le Rav Elchanan Wasserman il dit ça peut nous aider par rapport à un embryon, mais par rapport à de la semence qui a été enseminée, mais dans laquelle il n'y a pas encore eu de fécondation, donc là il n'y a pas d'embryon. Là il n'y a pas du tout d'embryon, donc on ne peut même pas dire il y a un statut d'héritier. Il n'y a pas d'héritier, il n'y a personne, il n'y a pas d'embryon. Donc la logique de l'après ne pourrait pas suffire pour ce cas-là, et c'est pour ça que le Rav Elchanan Wasserman il va aller plus loin, il va dire une logique hyper intéressante. Il va nous dire que il y a, concernant les lois d'héritage, on a une notion qui s'appelle Tachat Avotecha Iubanecha. Le fils, c'est pas seulement qu'il hérite comme un transfert, une transaction de père en fils, c'est que le fils il prend la place du père. C'est ça la logique d'héritage, en tout cas concernant le fils. Et donc il veut dire comme ça, imaginez que le père, après sa mort, et donc on a fait le partage, il revit. Résurrection des morts, le père est là. Donc il dit évidemment que le père il reprend ses biens. Donc il dit quand le oubar, quand on a un embryon qui était, la femme, c'était au milieu de la grossesse de la femme, d'accord, le oubar il ne peut pas encore hériter, mais à partir du moment où il naît, en fait il prend la place de son père, parce que tachat avotecha yubanecha. Donc c'est comme si le père il revit, donc avant là il redéfinit le partage. Donc ça c'est la logique de Rav Elchanan Wasserman, sauf que si on se base sur cette idée-là, alors ça nous oblige à dire que ça sera vrai uniquement sur un père par rapport à son fils. Mais par exemple, un enfant par rapport à son frère, ça ne sera pas vrai, puisque ça ne s'appliquera pas le principe de Tachat Avodecha Yé Banecha. Donc si vous voulez, par rapport à l'héritage, si un enfant est né, on a fait naître un enfant après la mort du père, que ce soit à partir d'extraction de sperme ou à partir d'un embryon congelé, d'accord, ça dépendra un petit peu de ce qu'on a évoqué maintenant. C'est-à-dire que Rav Shlomo Zalman Auerbach, pour conclure, lui il veut faire une distinction entre Iboum et Yerusha. Il veut dire que dans Iboum, on va d'après le moment de la mort, et si au moment de la mort il n'y a pas d'enfant, il y a Iboum, et ça ne se remet pas en question à partir du moment de la création, de la procréation post-mortem. Alors que pour Yerusha, c'est, s'il y a un enfant après, il sera Yoresh. Alors c'est quelque chose à mes yeux qui n'est pas évident. Je suis d'accord concernant le Iboum, que c'est comme on a dit, Darkei Noam, c'est le moment de la mort qui statue. Concernant la Yerusha aussi, il se peut que c'est la mort qui statue la Yerusha. Et ne ramène pas l'idée de Oubar, parce que le Oubar il était déjà présent, même s'il était encore dans un stade entre l'insémination et la fécondation, il y a déjà un mouvement déclenché. Donc on peut parler d'enfant qui est présent, de Shem Yoresh qui est présent, pour pouvoir lui accorder le partage à partir de sa naissance, alors qu'un enfant qui naît complètement après la mort, qui est complètement créé après la mort du père, c'est possible, comme au sujet de Hibou, qu'on n'ait pas à redéfinir le partage. On ne va pas rentrer plus en détail, on pourrait prouver ça d'un lachon du Yad Rama et
par rapport à Yerusha. Donc juste pour conclure, si on veut conclure en un mot, faire naître un enfant après la mort du père, c'est permis ou interdit? Alors c'est à éviter, c'est inapproprié, c'est pas moussarique, d'accord? Ça contredit un peu la nature humaine, ça porte atteinte à l'enfant, c'est un orphelinat programmé, c'est quelque chose, on essaye d'éviter, on fait tout comme le Rav Yosef le dit. Le Rav Zalman Nechemia Goldberg pense qu'il y a quand même une certaine permission dans des conditions de consentement méfourage explicite de la part du défunt, et bien entendu concernant sa propre femme mariée, ça pourrait être permis. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on a un enfant qui est né après, qui est complètement conçu après la mort du père, alors est-ce qu'il y a un lien de parenté avec le père? Il me semble que par rapport à la plupart des sujets, par exemple si le père il était Cohen, est-ce qu'il est Cohen? On considère oui que c'est le fils de son père. Alors ça rentre un petit peu dans le grand sujet, est-ce que les inséminations artificielles c'est considéré comme le père? Est-ce qu'on avait quand même Piré Verivia? La plupart des poskim, le Rav Yosef tranche comme le Bet Shmuel et le Ham que c'est considéré comme le fils, il y aura eu Piré Verivia, etc. Donc, par rapport à la plupart des sujets qui touchent la filiation, je pense qu'on considère un oui comme le fils. Il y a deux sujets qui sont beaucoup plus problématiques, c'est le sujet de Hiboum et le sujet de Yerusha, d'héritage. Alors, par rapport à Hiboum, je pense que tout le monde, ça sera l'unanimité, tout le monde pensera qu'on va d'après le moment de la mort. Par rapport à Yerusha, ça peut se discuter. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach a voulu dire que non, que par rapport à l'héritage, on n'ira pas d'après le moment de la mort, mais même s'il est 10 ans après, on devra redéfinir l'héritage. Moi, j'ai plus tendance à dire que même par rapport à l'héritage, c'est la mort qui termine et qui clôture la question de partage. Et donc, je pense que si on n'arrivera pas à ces absurdités-là, que s'il est 10 ans, 20 ans après, il va falloir remettre en question tous les partages qui se sont faits entre-temps.